Allô, Héliopolis 1227 ? Voilà un quart d'heure que je vous sonne. On vous demande de Londres. Et Nordley, qui n'avait pas encore les paupières bien décollées l'une de l'autre, murmura d'une voix qui rappelait celle d'un disque trop peu remonté. « Allô ? Ici Nordley. Allô ?» Il était 5 heures du matin, mais le soleil entrait déjà à flot dans le clair appartement que l'inspecteur Nordley occupait à Héliopolis, la ville neuve du Caire, où habitent la plupart des Européens. Nordley, en pyjama, les cheveux drôlement dressés sur la tête, avait un peu, dans son demi-sommeil, la mine à la fois ahurie et résignée du comique Laurel. « Allô ? Allô ?» répétait-il mollement, n'entendant que de la friture. Soudain, il eut un petit sursaut, et son visage se transforma, perdit son air ahuri. Les sourcils se froncèrent, les traits se durcirent. « Je vous écoute, chef. J'étais encore couché, oui. Ici, il est 5 heures du matin. » Au bout du fil, il y avait un des 3 grands chefs de Scotland Yard, dont Nordley n'avait pas une fois par an l'occasion d'entendre la voix au téléphone. Comme à Londres il était 2 heures du matin, il fallait que l'affaire fût d'importance. « Allô ? Vous dites ? Le professeur ? Il s'agit bien de Martin, l'homme du casino de Monte-Carlo. On ne sait pas sous quel nom, évidemment. C'est entendu, chef. Je crois que j'arriverai à temps. » Il raccrocha, appela l'aérodrome, où on lui annonça que l'avion du Cap ne partirait que dans 20 minutes. « Il vous reste une place au moins. Il faut absolument que je prenne cet avion. »« Il en reste 2. De toute façon, on vous en réservera une jusqu'au dernier moment. » Il suffirait désormais de passer sous la douche, de se raser en quelques grands coups de rasoir mécanique et d'avaler un peu de café que la femme de ménage laissait toujours dans une bouteille thermos. Héliopolis dormait. Ses rues étaient désertes dans le soleil du matin, et, à toutes les fenêtres, des persiennes closes maintenaient dans un doux clair-obscur les appartements confortables pleins de rêves moelleux. Nordley, qui était l'homme le plus rangé de la terre, ne se couchait jamais tard, à moins d'être retenu par une enquête exceptionnelle. Or, la veille, par le plus grand des hasards, il était sorti avec Miss Diana, et ils avaient dansé jusqu'à 3 heures du matin. À peine 2 heures de sommeil, se lamentait-il en jetant pêle-mêle du linge et des objets de toilette dans une valise légère. C'est bien ma veine. Et l'avion du désert à prendre par-dessus le marché. Il faillit partir avec son chapeau de paille, se souvint à temps que quelques heures plus tard, il serait en plein cœur de l'Afrique et décrocha son casque de liège. Qu'est-ce que Diana va penser ? Je n'ai pas seulement le temps de la prévenir de mon départ. Toujours sa chance. À 35 ans, il était célibataire et il n'avait eu que le strict minimum d'aventures amoureuses. Par prudence, par horreur des complications. 8 jours plus tôt, dans un palace du Caire, il fait la connaissance d'une jeune fille admirable, Miss Diana. Ils prennent le thé ensemble, 2 fois, 3 fois. Elle lui accorde enfin, la veille au soir, une sortie plus longue. Ils se quittent à 3 heures du matin et Nordley promet d'aller le lendemain à l'heure de midi prendre de ses nouvelles à l'hôtel. C'est le moment que le chef choisit, là-bas au Yard, dans la grisaille de Londres, pour l'appeler au téléphone et l'envoyer Dieu sait où. « Je vous ai gardé une place dans le fond, monsieur Nordley. Jusqu'où allez-vous ? À Souan ? Khartoum ? Je n'en sais rien. » L'avion de l'Imperial Airways comportait 12 places, en plus du pilote et du télégraphiste qui étaient à l'avant, séparés des passagers par une cloison percée d'une porte. Derrière le dos de Nordley, une autre porte donnait accès à la toilette et à la cale aux bagages. 8 ou 9 passagers étaient déjà là, d'autres arrivaient. La pompe à essence fonctionnait et c'était autour de l'appareil, sur le terrain éblouissant, l'agitation habituelle. Nordley tira sa pipe de sa poche, mais ce fut pour l'y remettre aussitôt, car il était interdit de fumer. Il avait sommeil, il avait faim. Il saisit le panier repas que la compagnie met à la disposition des passagers, mais il esquissa une moue en y trouvant de petits pains au jambon déjà desséchés.
Quant aux 2 thermos fixés devant lui, l'un contenait du thé, l'autre de l'eau glacée, et cela ne plut pas davantage à l'inspecteur. Il ne lui restait qu'à s'enfoncer dans les oreilles les tampons d'ouate traditionnels, posés, eux aussi, à portée de la main du voyageur, et qui, en étouffant le bruit, atténuent, prétend-on, le mal de l'air. Il venait de se livrer à cette opération quand une passagère prit place dans le dernier fauteuil resté libre, et Nordley sursauta en reconnaissant Miss Diana, qui s'inclinait vers lui avec un charmant sourire. Ils ouvraient l'un et l'autre la bouche pour parler. Trop tard. Les 3 moteurs ronflaient, les portes claquaient et des aides retiraient les cales de l'appareil. Il y avait exactement 24 minutes que Nordley, qui dormait comme un bienheureux, avait reçu le coup de téléphone du Yard. Et 3 heures auparavant, dans le grand salon d'un palace du Caire, il enlaçait pour un tango la jeune fille, qui, à côté de lui, s'emplissait à son tour les oreilles de coton. L'exemple était typique, car tous les rouages de la police internationale, dont le siège est à Vienne, avaient fonctionné à la perfection, ce qui n'est pas toujours le cas. Un inspecteur des jeux, à Monte-Carlo, la veille, à 5 heures de l'après-midi, avait arrêté discrètement, à une table de 30 et 40, un étranger qu'il soupçonnait d'aider la chance. L'étranger le prenant de haut, on avait envoyé à Vienne, par Bellino, les empreintes de cet homme. À 9 heures, Vienne câblait en code. Il s'agit de Duesenberg, fortement soupçonné d'avoir aidé le professeur dans ses dernières opérations et en tout cas dans l'affaire de la banque de Bruxelles. Dès lors, l'individu avait été chambré. Après une heure d'interrogatoire serré, il baissait le ton. « Vous allez m'arrêter pour une méchante affaire de jeu alors que je voulais partir définitivement pour l'Amérique du Sud ? Qu'est-ce que vous feriez si je vous donnais le professeur ? Il est évident qu'on aurait plus d'indulgence à votre égard. N'oubliez pas que la police n'a jamais pu mettre la main sur le professeur, bien que la banque de Bruxelles ait offert une prime de 200 000 francs. Exact. Les tractations s'étaient poursuivies, dans le bureau du chef de la sûreté monégasque. Enfin, à minuit, Duesenberg avouait « Le professeur doit prendre, aujourd'hui, au Caire, l'avion du Cap ». La fameuse ligne impériale anglaise, après avoir relié Londres au Caire par Brindisi, traverse toute l'Afrique du nord au sud, survolant les déserts et les marais impraticables, les montagnes du Kenya et les grands lacs, desservant toutes les colonies britanniques et les dominions africains. À 1 heure du matin, Scotland Yard était alerté. Des 3 grands chefs, un était à la chasse en Écosse et un autre voyageait en France. Le seul qui resta à Londres fut appelé alors qu'il venait de se mettre au lit. À 2 heures, heure de Londres, c'est-à-dire à 5 heures pour les habitants du Caire, l'inspecteur Nordley recevait l'ordre, à Héliopolis, de prendre l'avion du Cap quelques minutes plus tard et de démasquer coûte que coûte le professeur. Il fallait avant tout résister au sommeil, d'autant plus menaçant que le doux balancement de l'avion, qui prenait de la hauteur, et le ronronnement des moteurs inclinaient à la somnolence. Ensuite, éviter de regarder à gauche, dans la direction de Miss Diana, et de penser à celle-ci. C'était difficile, car la veille au soir, précisément, alors qu'entre 2 danses il se promenait avec la jeune fille sur la terrasse, Nordley s'était aperçu avec quelque angoisse qu'il était vraiment amoureux.
Pourquoi a-t-elle pris l'avion alors qu'un peu plus tôt elle me donnait rendez-vous pour midi à son hôtel? Où allait-elle? Et qui était ce vieux monsieur à barbe blanche qui semblait l'accompagner, car elle lui passait des verres fumés et l'aidait à s'installer confortablement? Pour quelle raison aussi, puisqu'il y avait ce vieux monsieur, lui avait-elle affirmé qu'elle était seule au Caire pour y étudier les antiquités égyptiennes? Ne pas regarder à gauche, se dicta donc Nordley. Ne pas penser à Diana, ne pas dormir et éviter le mal de l'air. Car il le craignait, et il craignait d'autant plus cette ligne que, survolant sans cesse un désert torride, l'appareil rencontrait des trous d'air, où, malgré le calme apparent, il était plus secoué que dans une tempête. Déjà une dame d'âge mûr, juste en face de Nordley, devenait jaune, semblait mâcher quelque chose d'amer et posait sur ses genoux le petit récipient en carton huilé prévu à l'usage de chaque passager pour les cas de malaise. Enfin, découvrir le professeur. Autrement dit, découvrir un homme parmi les 11 personnes qui étaient bien sagement assises sur 2 rangs, les unes derrière les autres, dans la carlingue déjà surchauffée. Soit 10 passagers innocents et un 11e qui n'était autre qu'un des plus dangereux bandits internationaux. Si encore Nordley eût possédé un signalement du professeur. Mais non, ni Scotland Yard ni aucune des polices européennes ne possédait ce signalement. Avait-il 30 ans? En avait-il 50? Était-il grand ou petit? Gros ou maigre? Était-il anglais, allemand ou belge? Sur la première fiche, très vague, qui avait été faite de lui 15 ans auparavant, on l'appelait Martin et on le supposait né à Anvers. Mais d'autres prétendaient qu'il était australien, et certains juraient qu'il avait l'accent tchécoslovaque. Il ne suivait pas les chemins battus, ne s'inspirait d'aucune des méthodes classées par les différentes polices, et en particulier par le Yard, qui a repéré patiemment les moindres manies des grands escrocs et des grands voleurs. Il travaillait seul, ou presque. Lentement, minutieusement, il préparait un gros coup, d'au moins plusieurs centaines de milliers de francs, souvent de plusieurs millions. Les bijoux de Lady Astor, les sacs postaux de Croydon, le coffre-fort de Monte-Carlo, enfin la banque de Bruxelles. Des coups d'audace, mais d'audace intelligente, où rien n'était laissé au hasard. Le coup fait, le professeur disparaissait pour longtemps, 6 mois ou 3 ans, selon le butin, et sous une personnalité de son choix, menait grand train jusqu'à l'épuisement de ses ressources. Jamais une affaire ne suivait l'autre. On prétendait qu'après les bijoux de Lady Astor, il avait vécu 2 ans dans un des sites les plus charmants de Tunisie, où, passant pour un riche Américain, il était très recherché par la colonie étrangère. Il avait, c'était presque certain, habité longtemps une des plus jolies villas de Capri, mais là, il était devenu un Herr Professor entiché de biologie. Voyons, commençons par les 2 premiers fauteuils, se disait Nordley qui se retenait de bâiller. Un commerçant levantin, sans aucun doute, qui va rejoindre son comptoir de Khartoum ou de Juba. On n'imite pas cette graisse jaunâtre, ses yeux noirs et ce poil huileux. Ou le professeur a toujours été levantin, ce qui est contraire au peu qu'on sait de lui, ou bien ce n'est pas lui. À droite du levantin, un officier de l'armée du Soudan, sec, bronzé, la cravache dans la botte, les mâchoires crispées par l'envie de fumer. Derrière, une femme de l'armée du salut, 40 ou 45 ans, de grands pieds, des traits durs. Pourquoi pas, se dit Nordley qui la classa parmi les suspects possibles. Difficile de soupçonner le gouverneur de Stanleyville qui, de Bruxelles, rejoignait son poste par la voie des airs. Ou sa femme, qui se tenait aussi raide que si elle eût présidé un thé dans son salon. Ou leur petite fille, qui apprenait déjà à se tenir aussi droite et aussi impassible que sa mère. Quant au vieux monsieur Hirsute, Nordley classa le petit vieux Hirsute comme second suspect et ne fut pas plus rassuré par un touriste en culotte kaki dont le ventre s'ornait d'un énorme appareil photographique. 3e suspect. Ce qui était crispant, c'était la présence, aussi près de lui, de Miss Diana, qui se tournait sans cesse de son côté et lui adressait des sourires. À certains moments, comme, malgré ses bonnes résolutions, il regardait vers elle,
Elle mit un doigt sur les lèvres en désignant le vieillard à barbe blanche. Fallait-il traduire par « Attention, c'est mon père, je n'ai pas osé vous en parler, mais vous devez faire semblant de ne pas me connaître. » Du moins, la première étape n'était-elle pas longue, puisqu'on ne mettait que 3 heures de vol pour atteindre Assouan. Le terrain d'aviation était loin de la ville. Le soleil, haut dans le ciel, rendait le sable brûlant, et pendant les quelques minutes consacrées à faire le plein d'essence, on put tout juste boire un verre de bière tiède et fumer une cigarette dans un hangar en plein vent qui tenait lieu de buffet. Nordley en profita pour demander communication des passeports aux télégraphistes qui servaient de commissaires de bord, et il se promit de les examiner avec attention pendant la seconde étape, celle qui allait prendre le reste de la journée et mener les passagers à Wadi Alpha, la première ville du Soudan. Les passeports ne simplifiaient rien, bien au contraire. Ainsi, le vieux monsieur à barbe blanche ne pouvait être le père de Diana. En effet, ses papiers portaient Arthur Bennett, de Montréal, Canada, sans profession. Quant à ceux de la jeune fille, il disait Miss Diana Hopkins, 22 ans, Circus Street, à Londres. Un oncle, un parrain, un protecteur, ou simplement un ami. L'étape qui commençait était une des plus dures, d'abord parce que c'était l'heure chaude de la journée et que les trous d'air faisaient faire à l'avion des écarts de près de 100 mètres, qui ressemblaient à des chutes. Ensuite, on survolait une région particulièrement déserte, et quand on regardait en dessous de soi, ces terrains brûlés par le soleil, ces montagnes de sable ou de pierre, ces bras du Nil envahis par les papyrus, on se demandait avec angoisse à quel endroit, en cas de panne, l'appareil pourrait se poser sans dommage. Et, se posa-t-il, d'où viendrait le secours? Dans les paniers remis à Assouan, il y avait à nouveau des petits pains au veau froid et au jambon, des œufs durs, des oranges, du thé et de l'eau. Où peut bien aller le professeur? Se morfondait Nordley, qui résistait de toutes ses forces au mal de l'air. La grosse dame, devant lui, n'arrêtait pas de vomir, ce qui est généralement contagieux. Celle de l'armée du salut se retenait visiblement, et la petite fille du gouverneur de Stanleyville était malade, au point qu'elle s'était couchée dans le fond de l'avion et qu'elle refusait de reprendre sa place. Si Nordley était obligé d'aller jusqu'au Cap, il en avait pour 5 jours de ce régime, avec quelques heures pour dormir la nuit aux escales et départ dans le petit matin. Monsieur Nordley, le télégraphiste venait d'ouvrir la porte qui communiquait avec le poste de pilotage, où, du moins, le pilote et lui étaient à l'air libre. Il tenait un bout de papier à la main. Gravement, il le remit à l'inspecteur et resta debout, attendant une réponse. Scotland Yard à inspecteur Nordley. Avion Z322 Imperial Airways, via Heliopolis. Stop. Apprenons que votre appareil transporte 5 caisses contenant près d'1 million de livres sterling en billets et argent, destinées Khartoum et Kenya. Stop. Repérez sans faute professeur et l'empêcher agir. Stop. Aucun avion disponible immédiatement région pour assurer surveillance. Stop. Donnez nouvelles heure par heure. Nordley avait pâli. D'instinct, il s'était tourné vers la jeune fille qui était à sa gauche. Celle-ci le regardait avec ce sourire encourageant qui avait fait la conquête de l'inspecteur. Le télégraphiste, cependant, tendait un bloc-notes et un crayon. « Pour la réponse » disait-il flegmatiquement. Quelle réponse? Que pouvait-il câbler à ses chefs? Encore un coup d'œil à Miss Diana. On eût dit que celle-ci voulait lui donner confiance. Mais se doutait-elle du drame qu'il vivait à l'insu de tous? Si encore il eût passé toute la nuit dans son lit, et s'il n'eût été handicapé par cette infirmité stupide, consistant en un affreux malaise dès que l'avion se mettait à rouler et à tanguer. « Je suppose qu'il y aura d'autres messages » annonça-t-il au télégraphiste. « Je l'espère » répliqua celui-ci, que les 2 textes ne semblaient pas rassurés. « À quelle heure serons-nous à Wadi Alpha ?»« Pas avant 6 heures du soir. Les conditions atmosphériques sont mauvaises. Nous sommes obligés de plafonner à près de 4000 mètres et de faire tourner les moteurs à demi-régime. Si on devait atterrir ? À peu près impossible.
si c'était strictement nécessaire. Ce serait dangereux, et une fois au sol, il y aurait des dizaines de kilomètres à parcourir pour trouver de l'aide. Je vous remercie, trancha Nordley en s'efforçant de se montrer impassible. Tout à l'heure encore, il ne s'agissait que de découvrir le professeur et de l'arrêter. Or, maintenant, cette tâche lui apparaissait comme presque anodine, car le message de Scotland Yard était autrement effrayant que le coup de téléphone. Le bandit n'était pas à bord pour se rendre d'un point à l'autre. S'il avait décidé cette promenade en avion, s'il avait choisi cet appareil et non un autre, c'est qu'il savait bien que l'avion transportait, pour le compte du gouvernement britannique, une somme extrêmement importante. Or, il ne pouvait espérer s'emparer des caisses à Khartoum, ni à aucune des escales, où la police était fort bien faite. La conclusion était hallucinante. Parmi les 12 passagers de l'avion, Nordley compris, se trouvait le fameux professeur, qui avait machiné, et sans doute de longue date, selon son habitude, un coup à sa façon. Quel pouvait être son plan? Quand Nordley se penchait et regardait le paysage au-dessous de lui, il ne pouvait s'empêcher de trembler à l'idée d'un atterrissage forcé dans des régions aussi peu hospitalières. D'autre part, si on atteignait Wadi Halfa sans encombre, il y avait toutes les chances pour que le coup du professeur devînt impossible à réaliser. Alors, que comptait-il faire? Se dresser soudain, 2 revolvers à la main, terroriser les voyageurs et obliger le pilote à atterrir? Dans ce cas, il avait repéré d'avance l'endroit où cette scène devait se passer, s'était assuré des moyens de fuite. Qui sait? Un autre avion, par exemple, un avion de tourisme attendant quelque part, recevant le butin et l'homme, s'envolant pour une destination inconnue après avoir mis hors d'état l'appareil de l'Imperial Airways? Et ces passagers qui ne se doutaient de rien. Ils regardaient fixement le ciel, ou vomissaient, ou buvaient des gorgées de thé tiède en comptant les heures qui les séparaient de l'escale. Pas un, sauf le professeur, pour savoir que la vie de tous était en jeu, qu'un coup d'une audace rarement égalée se préparait. Il n'y a que moi pour... Pauvre Nordley. Lui qui, adepte farouche des méthodes scientifiques, ne rêvait que travaux subtils et expériences de laboratoire. Lui qui ne s'était pas marié pour avoir la paix. Lui qui était amoureux pour la première fois de sa vie et qui n'osait plus se tourner vers celle qu'il aimait dans la crainte qu'elle ne fût le fameux professeur ou son complice. Et jamais il n'avait été accablé par un tel besoin de sommeil. L'idée d'une grillade saignante, de pommes frites et d'un grand verre de bière fraîche dans cette pension d'Héliopolis où il prenait ses repas. Près d'1 million de livres, exactement le genre de coup que le professeur doit espérer réussir un jour. Et si le professeur réussissait, lui, Nordley, ne serait désormais plus rien, sans compter qu'il aurait probablement quelques morts sur la conscience. S'il n'était pas mort lui-même. Le spectacle, par les hublots, était vertigineux. La Terre n'était plus la Terre telle qu'on la conçoit dans les pays civilisés, mais un monde d'apocalypse, une sorte de chaos pour des êtres préhistoriques comme les mammouths ou les iguanodons. La pensée de Nordley tournait en rond. Le vieux barbu qu'accompagnait Diana, la dame de l'armée du salut, qui, à tout prendre, pouvait fort bien être un homme, le petit vieux hirsute qui s'était mis à vomir à son tour et qui en avait les yeux cernés de rouge. Pourquoi pas le touriste kaki à l'appareil photographique qui s'appelait Hans Klein et qui venait de Strasbourg? Si Dieu veut que nous arrivions à Wadi Halfa, je fouille les poches de chacun et tous les bagages, se jura-t-il. Au même instant, le télégraphiste revint, tendit à Nordley un nouveau message. Selon les derniers renseignements, professeur possède un complice à bord. Organisons souricière Wadi Halfa. Encore 2 heures, les plus chaudes, les plus pénibles de la journée. Diana, tournée vers l'inspecteur, lui souriait de son sourire irréel, qui vous faisait penser à toute autre chose qu'à un bandit international. Les jolies femmes sont généralement bêtes et futiles, avait-il toujours déclaré. Quant aux femmes intelligentes, elles sont prétentieuses et manquent de séduction. C'est ainsi qu'au cercle d'Héliopolis, il expliquait sa répugnance au mariage.
Or, Miss Diana était jolie et vêtue avec une élégance remarquable. Dans la conversation, si elle se montrait intelligente et cultivée, elle n'essayait jamais de faire preuve de supériorité. Et elle pouvait, tout en dansant, discuter des dynasties d'Égypte et du résultat des dernières fouilles. Un complice à bord. Un ou une? Si c'était une, est-ce le vieux monsieur à barbe, le soi-disant Arthur Bennett, de Montréal, qui avait des papiers si parfaitement en règle? Soudain, Nordley se cramponna. Il avait l'impression de plonger dans un gouffre, et une seconde, il regretta de n'avoir pas arrimé son parachute. La descente, peu après, devenait moins brutale, mais on apercevait, par les hublots, la terre presque au-dessous de soi. La porte du poste de commandement s'ouvrit. « Ne craignez rien !» hurla le télégraphiste, qui, dans le vacarme, avait peine à se faire entendre. « Une panne sans importance. Un quart d'heure à terre et nous repartirons. » Une fois de plus, Nordley chercha le regard de Miss Diana et il remarqua que celle-ci ne souriait plus. L'appareil s'était à peine posé sur le sol, où il fit plusieurs bonds avant de s'immobiliser, que les passagers, en dépit des exhortations du télégraphiste, se levèrent tous à la fois, se précipitèrent les uns vers les hublots, les autres vers la porte de la carlingue. Ce fut au tour de Nordley d'intervenir. Cet homme quelconque, auquel jusque-là personne n'avait prêté attention, se campa solidement devant la porte, une main dans la poche de son veston de toile kaki, et, d'une voix calme, si calme qu'elle en devenait menaçante, il articula. « Je vous prie instamment de reprendre vos places. Personne ne sortira de l'appareil. » S'il était aussi froid, d'ailleurs, c'est qu'il avait l'impression que la minute était arrivée. La minute où le professeur agirait et où il lui faudrait, lui, prendre des décisions foudroyantes. Peut-être la tension nerveuse le rendait-elle un peu pâle, mais pour la majorité des passagers, il ne fut qu'un fonctionnaire donnant posément une consigne. Qui se serait douté qu'il les observait tous avec une acuité presque douloureuse? Diana d'abord. Elle n'avait pas eu le mal de l'air. L'altitude ni le roulis ne l'avaient incommodée. Or, soudain, on voyait comme deux cernes qui commençaient aux ailes du nez et descendaient vers les commissures des lèvres. Et, sur son front, perlaient de petites gouttes de sueur. Elle ne regardait pas Nordley. Elle regardait dehors, anxieusement, par un hublot, puis elle fixait avec angoisse le personnage à barbe qui l'accompagnait. Celui-ci ne manifestait-il pas encore plus d'émotion qu'elle? Sa main ne tremblait-elle pas sur le dossier de son fauteuil? Ce n'étaient que des impressions rapides, car tout se passait à la fois. Déjà le télégraphiste avait rejoint Nordley, qui lui demandait « Où est le pilote ?» Descendu par l'avant. Il cherche à réparer. Restez près de cette porte, voulez-vous? Empêchez que quelqu'un ne bouge. Puisque vous avez lu les télégrammes, vous êtes au courant. Signe d'acquiescement. Nordley ouvrit la porte, sauta de la carlingue, les yeux aussitôt brûlés par le soleil, par la réverbération sur le sol roux, en grande partie formé de sable. Rien à l'horizon que des sortes de dunes, des collines sans une tache de verdure, des ondulations de terrain aussi monotones que les vagues de l'océan. Il marcha vers l'avant de l'avion, aperçut le pilote, le visage noir de cambouis, couché sous un moteur. L'homme était furieux. Avec une clé anglaise, il s'acharnait sur de gros écrous et il s'était blessé à la main. « Quel genre de panne ?» questionnait cependant Nordley. « Ah, vous êtes policier. Je parie que c'est vous qui nous portez la guigne. Des centaines de fois que je fais des trajets semblables sans anicroche. Et aujourd'hui être descendu pour une panne stupide, une tuyauterie d'huile qui a crevé. Encore heureux que le terrain, en dessous de nous, n'était pas trop mauvais. Vous ne croyez pas à un acte de sabotage? Regardez vous-même. Celui qui serait capable d'imiter une fuite aussi bien que ça serait un as. Si la tuyauterie avait été coupée, ou seulement martelée, il y a longtemps que l'accident serait arrivé. Vous vous croyez capable de réparer? J'espère, surtout si vous ne continuez pas à me déranger. Allez donc plutôt surveiller votre espèce de professeur. Il était à cran.
Sa tâche, il faut l'avouer, sous un soleil écrasant, était pénible, décourageante. Sans compter que, comme il arrive toujours dans ces cas-là, les écrous se coinçaient et que les clés fonctionnaient mal. Combien de temps, à votre avis, risqua encore Nordley. Un quart d'heure ou 1 heure, à condition qu'on me fiche la paix. Une chose était certaine, on découvrait assez de terrain autour de l'appareil pour s'assurer qu'il n'y avait à proximité ni maison, ni campement, ni caravane. Pas d'avion non plus, car la première idée de Nordley avait été la plus simple. Le professeur s'arrangeait pour provoquer une panne. Mais comment? À proximité d'un point déterminé, où l'attendaient des complices qui prenaient livraison des caisses. Une caravane était improbable, du fait que, marchant lentement, elle serait infailliblement repérée les jours suivants par des aviateurs militaires. Mais un autre appareil. 2 heures de vol et il était en Éthiopie. Peu d'heures encore, et, en mer Rouge, il pouvait remettre son butin à quelques bateaux indigènes se livrant à la contrebande. Nordley, qui avait pensé tout cela, devait bien se rendre à l'évidence. Il n'y avait pas d'avion dans les parages, ni dans le ciel. Ce qui, au lieu de le rassurer, l'inquiétait davantage. Quand il revint dans la carlingue, le télégraphiste était adossé flegmatiquement à la porte, résistant aux instances des passagers qui demandaient la permission d'aller tout au moins fumer une cigarette dehors. « J'ai ordre de refuser », murmurait-il obstinément. « Ordre de qui ?» questionnait, furieux, le gouverneur de Stanleyville qui était un fumeur enragé. « Scotland Yard. »« Il y a des gens de Scotland Yard à bord ? Qu'est-ce que ça signifie ? Depuis quand l'Imperial Airways fait-il garder ses avions par la police ? Vous le lui demanderez, soupirait le télégraphiste indifférent. La conversation en était là quand Nordley entra. Tous les regards convergèrent vers lui et le gouverneur l'interpella. « C'est vrai que vous êtes de la police ?» Nordley haussa les épaules. Qu'est-ce que cela pouvait faire qu'on connût son identité ? Au point où on en était. « Les autorités ont donc prévu un incident ?» insistait le Belge, méfiant. « Mais non, répondait mollement l'inspecteur. « Alors, pourquoi ne nous laisse-t-on pas descendre ?»« Parce que la réparation est presque terminée et que d'un moment à l'autre, l'appareil reprendra sa route. »« Et si nous exigions de descendre ? Je serais désolé de vous refuser l'autorisation, et au besoin, je vous en empêcherai de force. » Nordley, tout en parlant, observait Miss Diana et était de plus en plus étonné du changement qu'il voyait s'opérer en elle. Au Caire, elle lui était apparue comme une jeune fille sensée, très maîtresse d'elle-même, très simple aussi, menant sa vie avec beaucoup de bon sens. L'angoisse, maintenant, la transformait, lui donnait par moments des regards d'être traqué. « Qu'est-ce que vous avez ?» lui demanda-t-il à mi-voix en se penchant sur elle. « Je ne sais pas, j'ai peur. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous êtes de la police ? Je vous ai déclaré que j'appartiens au service de Sa Majesté britannique, ce qui est la même chose. De votre côté, vous ne m'avez pas avoué que vous voyagez en compagnie d'un parent. Mon oncle. Je m'en doutais. » Celui-ci s'était retourné, et Diana procédait aux présentations. « Monsieur Nordley, que j'ai connu au Caire,
Arthur Bennett, mon oncle. C'est lui qui a décidé brusquement ce voyage à Khartoum. »« Car vous allez à Khartoum ?» insista Nordley. « C'est une ville curieuse que j'ai toujours voulu connaître, » murmurait le vieillard à barbe. Et Nordley, qui le regardait dans les yeux, était frappé d'abord par son regard jeune, par le son de sa voix, par quelque chose d'indéfinissable dont il eut soudain l'explication. En effet, tandis qu'il parlait, Bennett portait la main à son menton, et tout à coup, l'inspecteur se mordait les lèvres, car il venait de constater que le geste du vieillard n'avait d'autre but que de rajuster la barbe postiche qui avait bougé. « Je suis ravi que ce voyage à Khartoum, ce voyage improvisé, me permette de faire votre connaissance, monsieur Bennett. J'aurais été désolé si, restant moi-même au Caire, je n'avais pas trouvé votre nièce au rendez-vous qu'elle m'avait donné pour ce midi à son hôtel. » La chaleur, dans la carlingue, devenait telle qu'on en était réellement incommodé. L'eau, dans les thermos, avait tiédi, et une écœurante odeur d'huile chaude arrivait de l'avant, faisant vomir à nouveau la fille du gouverneur. Nordley, debout entre les fauteuils, s'épongeait, et jamais de sa vie, sans doute, il n'avait autant éprouvé le besoin d'une inspiration. Le professeur était là, tout près de lui. Cet homme à barbe postiche, ce faux oncle de Miss Diana. Celle-ci cherchait à aspirer un peu d'air à son hublot, mais elle ne trouvait que de l'air chargé de sable brûlant et sa robe dans le dos était marbrée de sueur. Les passagers se taisaient, écrasés par l'atmosphère du désert, et dans tous les yeux on lisait une morne attente, une angoisse sourde qui croissait de minute en minute. C'était Nordley qu'on regardait, maintenant qu'on connaissait son identité. C'était de lui qu'on attendait quelque chose, on ne savait quoi. La dame de l'armée du salut devait prier, car on voyait s'agiter ses lèvres. Le gras levantin soufflait comme un phoque, en épiant peureusement les gestes de chacun. Les minutes passaient, et c'était presque une déception qu'il n'arrivât rien. Car ce qu'il y avait de plus crispant, c'était l'attente, l'immobilité, le silence. Le professeur avait-il remarqué le coup d'œil de Nordley à sa fausse barbe? Se sachant découvert, ne brusquerait-il pas son action? Que comptait-il faire? S'il voulait vraiment s'emparer des caisses contenant une fortune, il n'y avait plus qu'un moyen logique. Tenir tout le monde en joue, se débarrasser des passagers et du policier, les abandonner dans le désert et, sous la menace, obliger le pilote à conduire l'appareil à un endroit déterminé. À moins que le professeur ne fût pilote lui-même. La veille encore, dans les salons du palace du Caire, ou dans son appartement confortable et coquet, de telles pensées auraient fait hausser les épaules à Nordley, qui n'avait nullement l'âme romanesque. Mais on était là, en plein désert. Tout semblait possible. Seul le revolver du policier était capable de contrecarrer les plans du professeur. Arrêter celui-ci, dès maintenant, lui passer cette paire de menottes que Nordley avait toujours en poche? Il fut sur le point d'adopter cette solution, parce qu'elle était la plus sûre. Le vieillard barbu, une fois entravé, sa fausse barbe arrachée, son identité dévoilée, l'atmosphère d'angoisse qui régnait dans l'avion serait aussitôt dissipée. Mais si le professeur n'était pas Bennett? Et si... Soudain, la jeune fille se leva, à bout de nerfs. Elle vint se camper tout près de Nordley, comme quelqu'un qui vient de prendre une grave décision. « Qu'est-ce que vous allez faire ?» questionna-t-elle. Il fut dérouté par cette question car il ne s'attendait pas à tant d'audace de la part de Diana. « Ça vous intéresse ?» Répondez, Nordley. Vous savez bien que ce n'est pas le moment de plaisanter. Pourquoi? Vous vous méfiez de moi? Je me méfie des jeunes filles qui survolent l'Afrique en avion, quand elles devraient être tranquillement dans leur hôtel. Je me méfie aussi de certains oncles dont la barbe ne résiste pas à la chaleur. Elle se tourna vivement vers Arthur Bennett qui regardait par le hublot. Qu'est-ce que vous vous figurez? Encore rien. Vous feriez mieux d'aller vous asseoir, Miss Diana. À moins que vous ne soyez décidée à parler en toute franchise, ce dont je doute. Dans ce cas, descendons de l'avion. Dehors, nous pourrons peut-être causer. Il sourit. Le piège n'était-il pas trop grossier? Elle y venait enfin. Un dénouement approchait.
Ce qui, jusque-là, avait empêché le plan de se dérouler, c'était sa présence à bord de l'appareil. Diana se trahissait en l'invitant à le suivre à terre. « Vous ne voulez pas ?» insistait-elle. « Mais si, descendons. » C'était le seul moyen de savoir. Il s'arrêta cependant devant le télégraphiste. « Armé ?» questionna-t-il. « Comme toujours, c'est la consigne. » Si le barbu esquisse un geste équivoque, tirez. Le télégraphiste fit oui de la tête et Nordley descendit, suivi par Miss Diana, qui eut un instant de faiblesse en pénétrant dans la fournaise. « Ce n'est rien, » soupira-t-elle. « Il faut faire vite. Il faut que vous sachiez que l'homme qui m'accompagne n'est pas votre oncle ?» Et il n'osait pas trop s'éloigner de l'appareil dont il s'attendait à entendre soudain gronder les moteurs. « Non, c'est mon frère. Nous sommes à bord parce que... » Un homme sautait à terre à son tour, le pilote, qui jaillissait de sous son moteur et qui s'approchait de l'inspecteur tout maculé d'huile, les yeux blancs dans un visage de nègre. « Vous voulez venir un instant ?» prononçait-il. Et, entraînant le policier à l'écart, tandis que la jeune fille restait seule près d'une aile de l'appareil, « Je n'y arrive pas. Je viens de découvrir 2 autres fuites et il est impossible de les réparer par les moyens du bord. » Son regard était fixe, son attitude celle d'un homme surexcité, désespéré. « Vous ne croyez toujours pas un acte de malveillance ? Si c'est ça, je vous jure que c'est du travail bien fait. Mais je suis à peu près sûr du contraire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je suppose qu'il faut commencer par annoncer la mauvaise nouvelle aux passagers. Ensuite, il est indispensable d'envoyer un message afin qu'un avion vienne nous dépanner le plus tôt possible. » Le pilote regardait durement le sol. « Évidemment. Vous paraissez plus sombre que la situation qui n'a rien de désespéré ne le... Je me demande ce qui va arriver. J'ai lu, bien entendu, ces messages que vous avez reçus du Yard. Si un homme comme le professeur est à bord, le jour où nous transportons une énorme somme d'argent, ce n'est pas un touriste. Quant à cette femme... » Il désignait du menton Miss Diana qui attendait à quelques pas. « Vous la connaissez ?» s'étonna Nordley. « Sans la connaître. Depuis quelques jours, je l'ai remarquée plusieurs fois sur le terrain d'aviation, interrogeant les uns les autres, rôdant autour des appareils. » Elle était seule ? Parfois aussi avec un vieux barbu qui a des jambes bien alertes pour son âge. Vous ne savez rien d'autre ? Un jour de la semaine dernière, le couple a loué un avion privé. « Vous dites ?» cria presque Nordley en sursautant. « Un Fulgure ultra rapide. Il appartient à un ancien capitaine qui le loue à l'occasion. » Qui pilotait ? Le barbu. L'appareil a été absent toute la journée. Quand il est rentré le soir, il avait fourni une longue course. Quel jour était-ce ? Vous pouvez vous en souvenir avec certitude ? Attendez, c'était vendredi, oui, j'en suis absolument sûr. Si seulement il avait pu citer n'importe quel autre jour. Mais le vendredi, précisément, était le seul jour de la semaine précédente où Nordley n'avait pu rencontrer la jeune fille. Comme il insistait pour la voir, elle lui avait déclaré qu'elle devait se rendre à Port Saïd, où des amis à elle faisaient une brève escale. Or, le soir, à l'arrivée du train de Port Saïd, Nordley se trouvait, comme par hasard, aux alentours de la gare et il n'avait pas vu Diana. Le lendemain, il lui avait demandé avec un faux air innocent « Vous êtes revenu de Port Saïd par le chemin de fer ?» Elle avait hésité. Elle l'avait regardé avec attention avant de répondre « Non, je suis resté assez tard avec mes amis. J'ai loué une auto. Voulez-vous rentrer dans l'avion, Miss Diana ?»« Mais je vous prie instamment de faire ce que je vous demande. Retournez à votre place. Au surplus, je vais vous y conduire. » Il ouvrit la porte, fit passer la jeune fille et le pilote devant lui, regarda les passagers qui, tous, s'étaient tournés de son côté. « Mesdames et messieurs, la nouvelle que j'ai à vous annoncer n'est pas très agréable, mais je vous prie de ne pas la prendre au tragique. Nous ne courons absolument aucun danger. La réparation de la distribution d'huile est impossible avec les moyens dont nous disposons. Nous allons donc rester quelques heures à cet endroit. »« Sans sortir de cette boîte à sardines ?» protesta le Belge. « Si chacun fait preuve de bonne volonté, je vous permettrai de sortir, mais à la condition que personne ne dépasse une distance de 50 mètres autour de l'appareil. »
excusez-moi d'édicter de pareilles mesures, et croyez qu'elles me sont inspirées par des raisons sérieuses. Le télégraphiste va alerter les différents aérodromes égyptiens et soudanais. Le temps de nous envoyer un appareil civil ou militaire et nos désagréments prendront fin. Il observait le barbu qui n'avait pas bronché et qui regardait fixement devant lui. Puis il faisait signe au télégraphiste d'envoyer le message habituel. Encore une fois, il est strictement interdit de sortir d'un cercle de 50 mètres dont l'avion est le centre. C'est non seulement interdit, mais dangereux, car je me verrais forcé de tirer sur quiconque n'obéirait pas à cet ordre. Mesdames, Messieurs, excusez-moi et tâchez de passer le temps aussi agréablement que possible. Il s'épongea, regarda le pilote qui parut l'approuver. Le gouverneur de Stanleyville et sa famille se précipitaient dehors, suivis de près par le Levantin poussif qui avait toutes les peines du monde à sortir sa graisse de la carlingue. « Vous ne descendez pas, monsieur Arthur Bennett ?» questionnait Nordley avec ironie. « Non, je n'en ai pas l'intention. Peut-être pourriez-vous donner un coup de main au pilote. Qui sait, à vous deux, vous viendriez peut-être à bout de la panne. » L'homme barbu regarda tour à tour le policier et l'aviateur, puis la jeune fille qui lui adressait un signe que les autres ne pouvaient comprendre. « Volontiers, » murmura-t-il enfin sans enthousiasme. « Je vous suis, messieurs. »« Vous vous y entendez donc ?»« Un peu. J'ai fait de l'aviation jadis. »« Au Canada ?»« Au Canada, oui. »« Sur quel genre d'appareil ?»« Un peu tous les genres. Je ne me souviens plus. » Des fulgures, par exemple? Il tressaillit, leva les yeux vers Nordley, puis regarda à nouveau la jeune fille. À cet instant, le télégraphiste revenait du poste de pilotage et son visage trahissait la stupeur, voire l'inquiétude, ce qui n'était pourtant pas dans le tempérament de ce jeune sportif. « Vous avez envoyé le message ?»« Je n'ai pas pu. J'ignore comment ça a pu se produire. La lampe principale est cassée. » Il se tourna vers le pilote. « C'est vous, Elliot ?»« Je ne pense pas. Ça ne peut être que vous, en essayant de dépanner. »« Mais alors, » s'écria Miss Diana, les yeux agrandis par la peur. « Nous sommes complètement isolés ?»« Complètement isolés, » répéta Nordley d'une voix grave. À cet instant, le ridicule se mêla au tragique, car il bâilla, en dépit de toute sa volonté tendue. Jamais situation n'avait demandé un tel sang-froid, une telle maîtrise de soi. Et l'inspecteur avait sommeil, devait faire un effort pour garder les yeux ouverts, pour mettre ses pensées bout à bout. « Allons voir les moteurs », décida-t-il. Il fit passer devant lui le pilote, le télégraphiste, l'oncle à barbe blanche. « Vous aussi, Miss Diana. Mais qu'est-ce que je puis faire ? Je vous prie de nous accompagner. Passez devant. » Il n'ajoutait pas qu'il ne voulait laisser aucun suspect derrière lui. « Il faut absolument que vous m'écoutiez, John. » Nordley tressaillit, car c'était la première fois que la jeune fille l'appelait par son prénom. Ils étaient sur les ailes de l'appareil, où le pilote, l'oncle et le télégraphiste se penchaient sur une conduite d'huile crevée. Miss Diana parlait dans un souffle pour ne pas être entendue par les autres. Elle ajoutait encore plus bas, si bas qu'il ne fut pas sûr d'avoir bien entendu, « C'est ma vie qui est en jeu. » Il dut se raidir pour répondre avec une calme ironie. « Vraiment? La vôtre? Vous en êtes sûr? La mienne est celle de mon frère. Votre frère qui tout à l'heure était un oncle, et qui d'un moment à l'autre va perdre sa fausse barbe? Comprenez-moi, venez par ici, plus près. Il ne faut pas qu'il m'entende. »« Qui? Le professeur. Vous le connaissez donc? » De la tête, elle fit signe que oui,
et elle était devenue très pâle. Vous le connaissez même intimement, n'est-ce pas? Je parie qu'il ne s'écoulera pas longtemps avant que M. Arthur Bennett, après avoir été votre oncle puis votre frère, devienne votre amant ou votre mari. Vous êtes stupide. Si vous ne m'écoutez pas, il va se passer du vilain. Ça peut arriver d'une seconde à l'autre. Le professeur sait qu'il est découvert. Il sait aussi qu'il a quelques heures devant lui, peut-être davantage, car les avions qu'on enverra à notre recherche ne nous trouveront pas aisément. On dirait que vous connaissez la région. J'y suis venu une fois. La semaine dernière, n'est-il pas vrai? Le jour où vous deviez embrasser des amis qui faisaient escale à Port Saïd. Qui vous l'a dit? Peu importe. Vous étiez à bord d'un fulgure très rapide. Mais comment savez-vous? Et, soudain, tremblante, ce n'est pas lui qui... Qui, lui? S'il en est ainsi, je me demande ce qu'il... Au même moment, la voix du pilote appelait « Monsieur Nordley, venez un instant, je vous prie. » Et le policier, en se retournant, voyait entre le pilote et le télégraphiste un personnage qu'il ne connaissait pas encore. C'était Arthur Bennett, puisqu'il emportait les vêtements. Mais ce n'était plus le même homme, car le pilote venait de lui arracher sa fausse barbe et sa perruque. Ce ne serait pas l'homme que vous cherchez, questionnait cependant l'aviateur, tandis que la jeune fille était blême de saisissement. C'est à peine si on était encore dans la vie réelle. Le gros avion était là, pesant, ses grosses roues enlisées dans le sable du désert, et les passagers, par un ou par deux, rôdaient alentour, craignant de dépasser la limite assignée par l'inspecteur du yard et lançant autour d'eux des regards inquiets. Un ciel de plomb, une réverbération qui brûlait les prunelles et un air tellement épais qu'on ouvrait instinctivement la bouche pour respirer. Dans le fuselage, près des moteurs, le pilote noir de cambouis, le télégraphiste et, entre eux, l'ex-vieillard, un homme de 35 ans qui, visiblement, hésitait sur l'attitude à prendre. Quant à la jeune fille, elle suivait anxieusement Nordley tandis qu'il s'approchait des trois hommes. Or, soudain, alors que le policier allait être près d'eux, une détonation retentit, qui, dans l'immensité vide, trouva des milliers d'échos. Ce fut d'autant plus hallucinant qu'on n'avait vu aucun geste, aucune arme. Des gens couraient autour de l'avion pour venir s'abriter dans la carlingue. Sans doute les passagers croyaient-ils que l'inspecteur avait mis sa menace à exécution et avait tiré sur l'un d'eux qui s'était aventuré hors du cercle. Mais personne n'était tombé. Personne ne tombait. Seul, le pilote s'était appuyé à un des moteurs et, les traits crispés, disait en désignant Bennett « C'est lui, inspecteur. Vous avez vu? Attention, il va encore tirer. » Nordley bondit, renversa le frère de Miss Diana, et tous deux roulèrent d'abord sur l'aile, puis, de là, firent une chute sur le sol heureusement mou. « Arrêtez !» criait la jeune fille. « Arrêtez, John, je vous jure !» La bataille fut courte. Elle s'acheva près d'une des roues de l'appareil et l'inspecteur se redressa le premier, du sable sur le visage, forçant à se lever Bennett à qui il avait passé les menottes. Partout ailleurs, la situation eût été possible, mais on ne disposait d'aucun endroit pour s'isoler, pour procéder au moindre interrogatoire. Les passagers, curieux, se rapprochaient. Nordley commandait, d'une voix qui lui voulut impérieuse, « Que tout le monde aille dans la cabine, défense d'en sortir !» On protestait. Il était lui-même tout meurtri par sa chute, accablé par la chaleur. Jusqu'à la scène du coup de feu qu'on ne pouvait que difficilement reconstituer. Les trois hommes étaient penchés sur la tuyauterie. Le pilote avait dû arracher la barbe et la perruque de Bennett. Puis il avait appelé Nordley. À ce moment, Bennett, sans avoir besoin de faire un geste, avait tiré à travers le tissu de son vêtement, car sa main, dans sa poche, étreignait la crosse d'un automatique. Le pilote avait été atteint à la cuisse. Il souffrait et s'efforçait de ne pas le laisser voir. Il avait fini par s'asseoir sur l'aile de l'appareil. « Vous avez vu ?» répétait-il. « C'est le professeur, et cette femme est à la fois sa maîtresse et sa complice. »« John, » disait cependant la jeune fille en se raccrochant au bras de Nordley, « je vous en supplie, écoutez-moi. Accordez-moi quelques instants d'entretien. »« Attention, inspecteur !» intervenait le pilote.
Elle est sans doute armée comme l'autre. Elle essaie de gagner du temps. Dieu sait le coup qu'ils nous ont préparé. Si encore Nordley avait dormi la nuit précédente. Et s'il n'y avait pas eu ce soleil, cette atmosphère de cauchemar, ce sable chaud qui vous entrait dans les narines et dans les poumons, et cette lumière qui vous faisait passer des étincelles dans les yeux. « Que personne ne bouge !» commanda-t-il. « Télégraphiste, je suppose que vous avez une boîte à pansement. » Il hésitait presque à laisser s'éloigner le télégraphiste, car il en était arrivé à un point où il soupçonnait tout le monde. Cependant, le télégraphiste revint presque aussitôt, une boîte à pharmacie à la main, et annonça « La dame de l'armée du salut est infirmière. Elle demande si... qu'elle vienne. » Il valait mieux rester dans le fuselage, où il faisait moins étouffant que dans la carlingue, car l'air supérieur donnait une ombre relative. Bennett, débarrassé de sa perruque et de sa barbe, des menottes au poing par surcroît, était grotesque, et il n'y eut, pour faire preuve de sang-froid, que la femme de l'armée du salut qui commença de soigner le pilote, tout comme si elle se fût trouvée dans un hôpital. « Donnez-moi votre revolver, télégraphiste. » Celui-ci le tendit, aucune balle ne manquait. « Vous aussi, pilote. » Et, comme le pilote ne bougeait pas, crispé par la douleur, car on lui versait de la teinture d'iode dans la plaie, Nordley lui tâta les poches, en sortit 2 revolvers de fort calibre. « Écoutez-moi, John. »« Ne l'écoutez pas !» cria le pilote. « Elle ment. Elle et son amant sont... John, de grâce. Vous avez vu par vos yeux, inspecteur. L'homme, c'est le professeur. Je ne sais pas comment il comptait s'y prendre, mais je me demande maintenant si... John, toute perte de temps peut être catastrophique. Retirez les menottes à mon frère. Mettez-les à cet homme. Le professeur, c'est lui. » La dame de l'armée du salut ne se laissait pas émouvoir par ces cris aéris, et son pansement lui eût obtenu le premier prix à un concours d'infirmière. « Passez-moi une épingle de nourrice, » disait-elle d'une voix calme. « Merci. J'ai cru préférable de ne pas extraire la balle, car elle est coincée contre l'os. Quand nous serons dans une ville et qu'on trouvera un chirurgien... »« John !» suppliait Miss Diana. 3 hommes, le télégraphiste, le pilote et le faux vieillard. Sur les 3, un blessé, à demi étendu sur l'aile de l'avion, un être enchaîné par des menottes, et enfin le télégraphiste qui tenait toujours la boîte à pansement et aidait de son mieux l'infirmière. Un des 3 était le professeur. Et les caisses de livres sterling que celui-ci convoitait étaient toujours à l'arrière de l'avion. Des heures, des jours peut-être passeraient avant que les avions envoyés au secours de l'appareil de l'Imperial Airways découvrissent celui-ci. Alors, oubliant le danger d'incendie, à moins d'1 mètre des réservoirs d'essence, Nordley, qui venait de bâiller une fois de plus, alluma une cigarette. La force de l'habitude était telle que, tout comme s'il se fût livré à une enquête dans le brouillard londonien, il récita le sacramentel. « Parlez, Miss Diana. Je vous préviens que tout ce que vous direz pourra être retourné contre vous. » Elle eut un pauvre sourire. On allait enfin lui permettre de s'expliquer. « Si vous m'aviez écouté plus tôt, vous n'auriez pas obligé mon frère à tirer sur cet homme pour nous protéger tous. Vous voulez que je commence par le commencement, monsieur Nordley ?» Dans la carlingue, un véritable conseil de guerre se tenait entre les passagers, qui ne comprenaient rien à ce qui se passait, et qui étaient décidés à porter plainte dès qu'on serait dans un endroit un peu plus civilisé. En effet, on les avait bousculés, y compris l'infirmière bénévole, et on les laissait sans nouvelles. « On a tiré sur le pilote », avait-elle annoncé. « Je ne sais pas ce qui trame là-haut. Je me demande si nous ne sommes pas aux mains des bandits. D'après le peu que j'ai entendu, il y a une forte somme à bord. » Le gouverneur de Stanleyville présidait, et le Levantin ne cessait de gémir, car il avait, lui aussi, selon lui, un gros magot dans ses bagages.
C'est la dernière fois que je prends l'avion, jurait-il. Le bateau qui remonte le Nil met des semaines, mais c'est plus sûr. Avec tous ces gangsters d'aujourd'hui. Quand je dis mon frère, il s'agit bien de mon frère, monsieur Nordley, quoi que vous en pensiez. Il s'appelle Jacques de Ruyter. Vous en avez sans doute entendu parler. Vous savez, par conséquent, que notre famille est une assez importante famille belge et que mon père était directeur de la Banque de Bruxelles. Elle ment, se contentait de répéter le pilote qui fermait les yeux pour ne pas laisser voir sa douleur. Il y a 2 ans, mon frère a fait la connaissance d'un homme qui portait beau, connaissait le monde entier et paraissait le plus parfait gentleman. Cet homme, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, puisque vous le savez déjà, n'était autre qu'un bandit international qu'on appelle le professeur. Mon frère l'ignorait. Il s'est lié d'amitié avec lui. Il était tellement loin de s'en méfier, tellement impressionné par l'universalité de son camarade, qu'il aurait fait tout ce que celui-ci désirait. C'est bien ce qui est arrivé. Le professeur, qui se faisait alors appeler capitaine Groot, demanda divers services à mon frère. Des services dont il était difficile de mesurer l'importance, mais qui n'en ont pas moins permis aux bandits de réussir le coup de la Banque de Bruxelles. Vous connaissez l'affaire. Plusieurs millions disparus dans des conditions si mystérieuses qu'il était impossible de ne pas soupçonner des complicités dans la place. Or, c'était mon frère qui, sans le vouloir, sans même le savoir, avait été le complice bénévole du professeur. Mon père y perdit sa situation. Quant à mon frère, il aurait peut-être été mis hors de cause si une lettre du professeur lui-même, datée de l'étranger, n'était parvenue au parquet de Bruxelles, affirmant que mon frère avait été un complice parfaitement conscient et avait reçu sa part du butin. C'est alors que nous avons compris, Jacques et moi, la méthode de cet homme dont nous n'avions entendu parler que par les journaux. Ses complices, il les donnait à la police, innocents ou non, ce qui était le plus sûr moyen de s'en débarrasser. Mon frère fut donc condamné à 5 ans de prison, mais la coïncidence de plusieurs grâces royales, l'équivoque qui subsistait autour de son cas, firent qu'il fut libéré bien avant terme. Voilà 6 mois exactement. « Elle ment !» répéta le pilote, les mâchoires serrées. « Continuez, Miss Diana. Vous pouvez m'appeler maintenant mademoiselle de Ruyter. » Dès sa sortie de prison, mon frère n'eut qu'une idée. Mettre la main sur le professeur, le faire arrêter et prouver ainsi son innocence. Il était un des rares hommes à le connaître physiquement. Un jour, dans un journal qui publiait la photographie des membres de l'aéroclub d'Athènes, il eut l'impression de reconnaître son homme et partit pour la Grèce. C'était le professeur, en effet, devenu riche citoyen américain entiché d'hellénisme et d'aviation. Impossible de le dénoncer, car personne n'aurait cru l'ancien prisonnier de Bruxelles. Depuis lors, inspecteur, mon frère vit dans l'ombre du professeur. Il est arrivé au Caire avec lui, voilà 3 semaines. Il m'a télégraphié pour me demander de venir l'aider et je suis accouru. Ce qu'il fallait, c'était prendre le bandit sur le fait. Il était probable qu'il étudiait un nouveau coup à sa façon, et ce coup, nous essayions de le deviner. Afin de savoir si Scotland Yard possédait des renseignements, je me suis arrangé pour faire votre connaissance. L'inspecteur se renfrogna, mais elle n'y prit pas garde. J'abrège. Le professeur, je ne sais comment, s'était procuré les papiers d'un officier qui a été longtemps pilote sur la ligne des Indes, et qui, jadis, voilà plus de 10 ans, a fait plusieurs fois la ligne du Cap. Un jour, la semaine dernière, on a livré à un autre nom que le sien un avion de tourisme très rapide, et il a été soi-disant chargé de l'essayer. Nous l'avons suivi, mon frère et moi, dans un fulgure que nous avons loué, car, avant les avatars, mon frère faisait partie de l'aéroclub de Belgique. L'avion dont je vous parle, celui du professeur, est à une centaine de milles d'ici. Il attend les caisses de livres sterling qui se trouvent dans la carlingue. Nordley alluma une nouvelle cigarette et se frotta les yeux, car le soleil, à son déclin, était encore plus traître qu'au milieu de la journée. « C'est tout, Miss Diana. »« Mademoiselle de Ruyter, » riposta-t-elle. « Elle ment, » récita le pilote. Et le télégraphiste murmura. « Tout ça est étrange. »« Qu'est-ce qui est étrange ?» questionna Nordley. « Ce que me disait un ancien colonel qui est du même club que nous, à Héliopolis. C'est un vieil ivrogne. Il prétendait que le véritable Elliot, qu'il avait connu jadis au Caire, alors qu'il pilotait sur l'Imperial Airways, était un petit gros. Je me suis moqué de lui. Il est étrange aussi que depuis 8 jours,
le pilote qui devait commander cet avion soit tombé malade, car c'était un garçon très solide. Eh bien, questionna Nordley en regardant le blessé. Ils mentent tous. Il faudra apporter des preuves. Si j'avais eu un avion à 100 000 d'ici, je ne vois pas pourquoi j'aurais atterri dans ce désert. C'était vrai. Et c'était justement le petit fait, le grain de sable, qui devait mettre fin à la carrière du fameux professeur. Pendant des années et des années, les événements s'étaient pliés à sa volonté, avaient obéi à son intelligence et à son énergie. Il tentait un dernier coup, plus beau que tous les autres, un coup qui devait le rendre riche pour le reste de sa vie. Comme toujours, les moindres détails étaient minutieusement calculés. Il possédait les papiers d'un pilote de ligne connu. Sous un prétexte quelconque, il obtenait du pilote régulier que celui-ci se fît porter malade à propos. Un avion l'attendait dans le désert, un petit avion rapide qu'il lui suffisait de rejoindre avec le gros appareil de l'Imperial Airways, lequel aurait eu une panne, certes, mais une panne artificielle, à quelques centaines de mètres de l'avion de tourisme. Et le professeur, les caisses une fois transbordées, n'eût pas manqué de s'envoler à bord de celui-ci. Le hasard avait joué, en provoquant une vraie panne. Une panne qui venait trop tôt, là où il était impossible de fuir. Et les 2 Ruyter étaient à bord. Et, par surcroît, un inspecteur de Scotland Yard qui, bien qu'engourdi par la chaleur et par une nuit de veille, tenait sa place. Qu'est-ce que vous avez à répondre, professeur? Rien, j'attends des preuves. En attendant, je porte plainte contre cet homme qui, sans raison, m'a tiré une balle dans la cuisse. Je craignais le pire, avoua de Ruyter, qui avait été tour à tour vieillard, oncle et frère. Il m'avait reconnu. S'il avait pu nous supprimer, moi et ma sœur, il ne restait plus d'indices contre lui. Traqué comme il l'était, ayant quelques heures devant lui, il était capable de tout. La nuit tombait, et par contraste, elle fut glaciale, obligeant chacun à s'entourer de couvertures. Ce ne fut qu'à 9 heures du matin qu'un avion militaire passa 2 fois au-dessus de l'appareil sans le voir, l'aperçut enfin au cours d'une dernière voltige et se posa sur le sol. « Vous devez leur dire que vous avez identifié le professeur », murmurait la jeune fille à Nordley. « Mais ce n'est pas moi qui... »« Chut, vous devez le dire. Ainsi vous obtiendrez de l'avancement. Et après, je voudrais que vous soyez désigné pour un poste plus important. » Pourquoi? Il le comprit plus tard, quand il fut nommé chef de la police anglaise en Égypte et que mademoiselle de Ruyter dessina les plans d'une des plus coquettes villas d'Héliopolis, avec tennis et piscine. « Au fond, John, vous êtes un homme qui a besoin de beaucoup de sommeil, » lui affirmait-elle ironiquement, quand, après le déjeuner, il laissait éteindre sa cigarette et bâillait. « Allez donc faire la sieste. Hier, nous avons encore dansé jusqu'à 2 heures du matin. »